Merci. Nous allons reprendre le fil de notre matinée très chargée. Vous m'entendez pas? Ah, on peut augmenter le son. C'est bon? Ouais. Non, je crois que c'est le brouhaha qui fait qu'on m'entend pas. Alors, merci à tous. J'espère que le café a été bon. Je vous propose de reprendre le fil de notre matinée. Merci. Avec un sujet qui en intéresse, je crois, beaucoup, qui est la directive CSRD. J'invite à me rejoindre en tribune nos intervenants, Nadia, Violaine, Chloé et Vincent. Bienvenue. Alors, prenez un micro. Merci. Voilà, installez-vous comme vous voulez. Il n'y a pas de plan de table. Voilà, il n'y a pas de plan de table. Vous installez comme vous voulez. Moi, je me mets à côté. Alors, donc bonjour à tous. Merci de me rejoindre. Alors, l'objectif de cette table ronde, vous l'aurez compris, est de faire le point sur la mise en application de la directive CSRD. Alors, juste pour résumer ce que j'imagine tout le monde connaît dans la salle, la CSRD est applicable depuis le 1er janvier 2024. CSRD, ça veut dire donc Directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, elle a pour objectif de mieux évaluer l'impact de l'entreprise sur l'environnement et d'encourager le développement durable des entreprises, avec notamment de nouvelles normes et obligations en matière de reporting extra-financier. Je vous propose peut-être de faire un petit tour de table pour commencer, afin que chacun puisse se présenter, nous expliquer voilà, le contexte dans lequel évolue son entreprise aujourd'hui. Vincent, vous pouvez commencer. Bonjour à toutes et à tous, Vincent Legendre. Je préside le groupe Legendre, donc éponyme, qui est un groupe breton, familial, de construction et d'immobilier. Donc on est présent sur toute la France et puis un petit peu en Europe, en Angleterre, en Suisse et au Portugal. Voilà, on fait un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros et on est 2400 personnes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je suis Violaine Choran, je suis directrice de la RSE et manager de la mission du groupe Bayard. Pour certains qui connaissent peut-être les magazines pour la presse jeunesse, J'aime lire ou Astrapi, qui est en deuil depuis 2 jours avec la disparition de Bernadette Després, l'illustratrice de Tom Tom et Nana. J'en parle avant de parler de CSRD, peut-être pour détendre un tout petit peu l'atmosphère. Le quotidien La Croix et le magazine Notre Temps et des éditions, voilà, on est 1700 salariés, essentiellement en France, mais dans le monde aussi. Voilà, c'est une vieille maison qui a 150 ans. Et voilà ce que je peux dire sur notre entreprise. Merci Violaine. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Nadia Isambert, donc je suis administratrice APIA. Et également membre du conseil d'administration d'APIA depuis juin 2024, où d'ailleurs j'ai la casquette de co-référente sur les sujets de ESG avec Elisabeth Théringer. Concernant mon parcours, donc moi je suis ingénieure de formation, ingénieure agro, et j'ai une longue expérience dans le secteur agroalimentaire, agri et agroalimentaire, à des fonctions différentes, dont des fonctions de direction marketing, direction de l'innovation et direction générale. Voilà, j'ai par ailleurs des mandats d'administratrice au sein de différentes structures, dans un incubateur de start-up, une fondation et plusieurs associations. Et je suis également passionnée d'innovation et de création d'entreprise. Et donc, je suis membre du réseau Femmes Business Angel. Merci. Et bonjour à tous. Donc, Chloé Gouérec. Moi, je suis responsable RSE chez Apidé. Et auparavant, auditrice et consultante au sein du département développement durable chez KPMG. Pour parler très rapidement de Apidé. Apidé, en fait, c'est une plateforme de gestion des données et de la stratégie RSE des entreprises.
Et on a la particularité d'avoir une équipe d'experts ESG qui accompagne et qui supporte nos utilisateurs. Et donc, en fait, la plateforme permet initialement de gérer des campagnes de reporting, mais on a également un module réglementaire qui porte sur la CSRD. Merci beaucoup. Première question, la CSRD, ça fait des mois qu'on en parle. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les PME et les ETI? Comment est-ce que vous préparez-vous à cette échéance? Ne vous battez pas. Moi, je vais bien commencer, si ça vous va. Effectivement, ça fait des mois qu'on en parle. Et dès qu'on a commencé à en parler, on a commencé à regarder le sujet. On parlait tout à l'heure d'anticipation et de contraintes. On est vraiment au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. Ça faisait un moment que cette directive était dans les tuyaux et qu'il fallait l'anticiper. Et en même temps, c'est une contrainte qui nous pousse souvent à changer parce qu'au sein des entreprises, tout le monde n'est pas forcément au même niveau de désir de bifurcation, de transformation, et que la contrainte, parfois, elle oblige certains à aller et à se transformer. Donc, c'est important. Et en même temps, anticiper toujours, c'est hyper important. Donc, nous, on est assujettis à la CSRD uniquement sur notre exercice budgétaire qui se termine fin 2026. Mais on en est déjà, si vous connaissez un peu la démarche, à la fin de la démarche, puisqu'on est en plein gap analysis. Voilà, donc on a vraiment anticipé la démarche pour que ça ne soit pas juste une tannée de plus, parce que c'est quand même assez compliqué, vous le savez tous, mais que ce soit un outil de transformation, de prospective presque parfois, qu'on l'a anticipé cette démarche, et finalement on a bien fait parce qu'elle est assez longue et qu'on a encore du travail de cartographie, d'interface avec nos ERP derrière. Enfin, on a beaucoup de travail à faire pour être prêt finalement en 2026. Merci. Si je prends la suite, la CSRD, oui, ça va profondément changer l'organisation d'une entreprise comme la nôtre. Tout simplement, et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, parce que c'est clairement une contrainte très forte, normative, qui nous oblige à mettre en œuvre des moyens pour répondre à l'ensemble des exigences de cette norme. Nous, en effet, on est dans un cadre où c'est en 2026 qu'on devra donner notre premier rapport sur la base du bilan 2025. Donc, on a encore un petit peu de temps, de la même manière. Pour autant, on s'y est mis aussi, on est déjà dedans. J'ai tendance à dire qu'il ne faut pas qu'on soit trop en avance parce que c'est quand même sacrément compliqué et on préfère voir les plâtres essuyés par nos prédécesseurs. Donc on s'est lancé un peu à corps perdu en impliquant énormément nos collaborateurs pour que ce soit pas simplement descendant et quelque chose de subi, mais que les différents salariés du groupe soient acteurs de cette transformation. Pour autant, j'en suis presque à dire que là, on est un peu en train de ralentir. Parce que la marche est tellement gigantesque quand on en arrive à la gap analysis et qu'il faut il faut monitorer. Nous, je crois qu'on en est à 750 data points. Enfin bon, bref, je vous passe. Ça peut vous paraître un langage barbare, mais pour ceux qui ne sont pas encore lancés là-dedans, mais ça demande de faire un reporting particulièrement exigeant, presque plus exigeant que les reportings financiers auquel on est tous habitués et avec lequel on vit depuis toujours. Donc, on en est un peu à ralentir en se disant, moi j'ai tendance à me dire que ça va se détendre parce qu'on ne va pas y arriver en fait. Et on ne va pas y arriver et il semblerait, enfin moi les échos que j'ai quand même des très grands groupes qui ont cette imposition en 2024, c'est qu'ils ont quand même pris quelques raccourcis pour s'éviter de taper dans le mur en fait. Donc voilà, quand une norme s'impose à nous et que les grands prennent déjà des raccourcis, normalement arrivent des simplifications qui devraient nous convenir un peu. Donc voilà. Profitons-en, c'est une vraie opportunité, vraiment, encore une fois, de transformer l'entreprise. Mais à mon sens, il ne faut pas aller trop vite parce que ça va forcément bouger. Vous dites que la marche est haute, j'imagine que vous vous faites accompagner. On s'est fait accompagner pour initier la démarche. Nous, on s'est fait accompagner par un cabinet de transformation
On n'a pas voulu prendre quelqu'un qui était spécialisé en RSE ou en carbone. On est très impactant en termes de carbone. On a voulu vraiment prendre quelqu'un qui est spécialisé en transformation et on a voulu intégrer le savoir-faire, c'est-à-dire le calcul du carbone, le monitorer nous-mêmes l'ensemble des éléments à surveiller, les calculer. Donc on a voulu intégrer ce savoir-faire-là. Donc on s'est fait accompagner, mais c'est terminé. On a eu un accompagnement à la transformation, on a eu un accompagnement à notre premier bilan, à la réalisation de notre premier bilan carbone. Mais maintenant, on sait faire nous-mêmes. Donc on intègre la solution. Dans mon métier, moi j'ai besoin de toute façon de dire à mes clients combien leur projet consommera de carbone, quel sera l'impact de leur projet. Donc de toute façon, j'ai besoin en termes de service de fournir cette capacité-là. Donc on l'a intégrée. Et maintenant, on a fait en sorte que un certain nombre de nos collaborateurs s'emparent de sujets et les pilotent eux-mêmes. D'accord, merci beaucoup. Chloé, vous avez plutôt le point de vue d'une plateforme qui accompagne les entreprises sur les questions de reporting. Quel bilan vous faites aujourd'hui de l'état d'avancement justement des entreprises sur la question de la CSRD ? Oui, nous, en tant que plateforme, ce qu'on voit déjà en termes de changement, c'est d'une part, il y a la quantité des données sur lesquelles les entreprises doivent reporter, tant sur les données quantitatives que qualitatives. Et au-delà du reporting, en fait, le gros changement qui est induit par la CSRD, c'est l'audit, auquel de nombreuses entreprises n'étaient pas forcément soumises et qui pose de grosses questions. Donc, comment en fait on doit s'y préparer ? C'est déjà d'avoir la solution pour collecter et agréger sa donnée, s'assurer qu'elle soit fiable et de bien comprendre en fait ce qui est demandé en termes de données, mais aussi quelles sont les exigences d'audit. Donc nous, le bilan qu'on a, c'est que les entreprises qu'on accompagne, c'est souvent même s'il y avait déjà un reporting historiquement sur des données ESG, là, c'est, comme le disait Vincent, il y a une marche énorme du fait du nombre de data points à reporter. Et donc, nous, comment on va aider ces entreprises ? C'est déjà à comprendre les données qui doivent être collectées, à comprendre les exigences d'audit, et puis à les accompagner dans ce processus de collecte, notamment sur la fiabilisation. Merci beaucoup, Chloé. Nadia, vous avez votre regard d'administratrice indépendante. Indépendante. Alors, tout d'abord, je voudrais redire un mot sur la cible des PME-ETI. En fait, vous êtes plutôt des ETI. Donc voilà, on commence par vous. Bien évidemment, il est prévu que d'ici 2-3 ans, toutes les entreprises, y compris les PME de plus de 10 personnes, de plus de 10 salariés, soient également assujetties à la CSRD. Il va de soi que ce ne sera pas avec les mêmes data points, les mêmes milliers de data points. On parle de plutôt 80 data points pour les PME. Ce qu'il faut également souligner, c'est que dès aujourd'hui, en revanche, les PME et les ETI, l'ensemble des PME et ETI sont concernés de manière indirecte, puisque au titre du scope 3, elles vont devoir fournir des données pour ceux qui remplissent justement les reportings aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est un sujet qu'il faut prendre avec pragmatisme et humilité, et c'est sûr qu'il faut du temps. Et en fait, le rôle du coup de l'administrateur APIA et de l'APIA est d'accompagner, de soutenir les dirigeants sur ce sujet-là. Et en ce qui nous concerne, nous avons quand même de nouvelles responsabilités sur la durabilité qui s'imposent à nous dans la gouvernance. Et on va devoir travailler sur 4 points. Le premier point, c'est justement s'assurer qu'en termes au niveau des conseils d'administration, la maîtrise, le sujet soit maîtrisé par un ou plusieurs administrateurs. Et donc ça, c'est vraiment un point majeur. Et pour cela, chez APIA, on a décidé de lancer un grand programme de formation de nos administrateurs à l'ESG. Deuxième point, c'est le fait d'intégrer des critères ESG dans les rémunérations des dirigeants. Donc ça aussi, c'est un rôle qui va être appliqué, donné aux administrateurs de s'assurer que ces critères de rémunération soient bien pris en compte. Le troisième point, c'est dans la gestion des risques, s'assurer qu'il y ait une intégration de tous les enjeux sociétaux et environnementaux, parce que c'est vraiment le sujet aussi sur lequel l'administrateur indépendant
joue un rôle prépondérant. Et enfin, dans l'appropriation de ces sujets au niveau de la gouvernance, voilà, s'assurer également que tout le monde soit concerné au niveau des conseils d'administration. Merci beaucoup. Très bonne transition du coup avec la question suivante. Quelles bonnes pratiques de gouvernance avez-vous mises en place pour répondre aux exigences de CSRD justement, Nadia, vous venez de l'évoquer, quel est le rôle de vos administrateurs indépendants sur le sujet? Alors, quelle bonne partie de gouvernance? Alors, déjà, la première chose, c'est que moi, je suis une entreprise familiale. J'ai un conseil de surveillance qui est composé de 5 personnes. Dans ces 5 personnes, il y a mon père qui le préside, ma sœur et mon frère qui sont des actionnaires non opérationnels et 2 administrateurs indépendants, mais qui ont 70 et 62 ans. Si je dois faire un résumé rapide... Quelle est la Oui, mais ça c'est... Mais si je dois faire un résumé rapide, la pression sur la transformation liée à la CSRD ne me vient pas de mon conseil de surveillance. Voilà. Donc, soit je m'accapare le sujet tout seul et je leur explique pourquoi je fais ça. C'est ce que je suis en train de faire. Soit il ne se passe rien. Donc, voilà. Je pense que c'est aussi un aspect générationnel. Encore une fois, je suis une entreprise familiale, mais je pense que c'est un peu pareil. C'est un enjeu que moi j'ai envie d'embrasser et que j'ai envie d'aborder, mais convaincre mon conseil de surveillance que si je le fais pas, il va m'arriver des problèmes, bah, c'est encore difficile. Donc voilà. Bah, il faut prendre un administrateur indépendant. Exactement. Non mais exactement. Donc voilà. Pour autant. Bonne pratique de gouvernance. Donc, la bonne pratique de gouvernance, c'est qu'à l'échelle de mon directoire, on s'est accaparé du sujet sans avoir une pression et une demande forte de notre conseil de surveillance. Le très gros choix qu'on a fait à l'échelle du directoire, ça a été de consulter tous nos collaborateurs. En gros, il y a 2 ans et demi, quand je vous ai dit qu'on avait fait appel à un cabinet de transformation, en fait, la question qu'on a posée à nos collaborateurs, c'est dans quelle entreprise vous avez envie de travailler demain ? Et de fait, qu'est-ce qu'on doit changer dans notre stratégie et dans notre manière de faire pour que vous accrochiez à long terme avec l'entreprise. Et donc, ça a été une très grosse consultation puisqu'on a eu énormément de retours. Ça va peut-être vous surprendre, mais on a été un peu déçus du manque d'ambition de nos collaborateurs. Je pensais qu'ils allaient défoncer notre business model, nous dire qu'on émettait trop de carbone, on faisait trop de choses. Mais en fait, alors qu'on a une population très jeune, ils ont été assez raisonnables. Pour autant, ils nous ont donné quand même pas mal d'objectifs et on a écrit notre feuille de route sur la base de cette consultation-là. Donc, on s'est mis dans une position et je pense que c'était nécessaire et à l'image de la manière dont on a envie que l'entreprise fonctionne. On s'est mis vraiment à l'écoute de nos collaborateurs. On n'est pas parti bille en tête en disant il va falloir qu'on transforme telle et telle chose dans l'entreprise, mais dites-nous plutôt ce que vous avez envie de nous voir faire. Ok. Et juste avant, Violaine, de vous laisser la parole, petite question. Est-ce que vous avez intégré la question du green dans la rémunération des dirigeants? Non. Et je ne suis pas encore prêt à le faire parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de rémunérer des gens en variable sur des indicateurs qu'on ne maîtrise pas. Or, moi, je ne maîtrise pas les indicateurs. Je vous donne un exemple tout simple, qui est le calcul du carbone. Voilà, on est capable de calculer notre bilan carbone. Je pense qu'on a calculé, un groupe comme le mien, on a calculé un bilan carbone à 660 000 tonnes de CO2. Je pense qu'on est à 100 000 tonnes près. Mais peut-être même 150 000 parce que on nous fait prendre plein de raccourcis de calcul parce qu'on n'a pas cette science en fait. On a décrété qu'il fallait qu'on calcule le carbone, mais scientifiquement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore faire. Donc, aller mettre des indicateurs de variables alors qu'on ne les maîtrise pas et qu'on ne sait pas exactement. Les euros, c'est simple. Mettre du variable sur de la performance en euros ou c'est des indicateurs de sécurité ou de qualité qui sont éminemment calculables, ça ne pose pas de problème. Pour l'instant, je n'ai pas encore les indicateurs fiables. Donc, la CSRD nous impose de le faire, nous demande de le faire.
Mais là, pour le coup, typiquement, moi, je pense que c'est quelque chose auquel il faut résister, parce que sinon, on va faire des bêtises. Chloé, vous avez peut-être un avis là-dessus. Déjà, au niveau du rôle de la gouvernance par rapport à la CSRD, comme on le disait, c'est un énorme chantier. Et il y a un vrai enjeu au niveau des moyens qui sont alloués pour en fait, collecter la donnée, pour gérer tout le processus, notamment de l'audit. Il y a un gros sujet au niveau de l'interconnexion des données extra-financières et financières. Donc ça veut dire que si les équipes sont séparées, il faut qu'elles puissent communiquer efficacement pour se transmettre l'information, parce qu'il va y avoir un vrai regard là-dessus. Et donc ça, en fait, on le disait, il faut que les administrateurs soient formés au sujet pour comprendre les enjeux, pour voir au-delà de la contrainte quelles sont les opportunités amenées par la CSRD. Et en fait, il faut que le sujet, si le sujet n'est pas porté au plus haut au niveau des dirigeants, c'est vrai que ça risque d'être voué à l'échec, en fait, parce qu'il faut que ce soit véritablement incarné. Et donc la question sur l'intégration des critères de rémunération, elle est très intéressante parce que en fait, on voit que c'est véritablement un sujet qui se discute, comme le dit Vincent. Et ce matin encore, je lisais un article qui dit qu'il y a énormément d'entreprises qui se posent la question de la pertinence en fait de l'intégration de critères ESG dans la rémunération. Il y en a qui, comme le dit Vincent, qui sont véritablement tangibles, qu'on peut envisager d'intégrer. Et il y en a d'autres, effectivement, comme le climat, qui pose encore la question de comment faire pour pas simplement dire, voilà, on va intégrer un pourcentage de la rémunération sur l'atteinte de la réduction des objectifs. En fait, il faut effectivement, pour que ce soit efficace, que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs et que ce ne soit pas simplement une donnée qui soit basée sur des estimations et sur lesquelles on ne puisse pas avoir d'impact. Merci. Violaine, comment ça se passe chez Bayard ? Alors, nous, c'est pas le conseil d'administration ou les actionnaires qui nous ont demandé d'anticiper la démarche CSRD. En revanche, je vous ai dit que j'étais manager de la mission, donc nous sommes entreprise à mission. Donc effectivement, quand même, cette vision engagée de long terme posait ce projet de manière assez naturelle, mais c'est quand même venu plus de nous, direction, de se lancer dans cette démarche. En revanche, j'insiste et je reviens sur la valeur, non pas normative, mais transformative de la CSRD qui est vraiment importante. Et pour nous, c'était le bon moment pour constituer le comité de pilotage autour de ce projet en vue d'une évaluation, en tout cas d'un pilotage multifactoriel de la performance de l'entreprise. Donc je m'explique, on a mis autour de la table à la fois la DRH, la direction RSE évidemment, la direction financière, la direction des opérations et des achats pour nous, tous nos processus industriels, la direction... En tout cas, on a fait en sorte que on posait dans ce projet-là ce qui ferait la valeur et ce qui représenterait la valeur de l'entreprise plus tard et de ne pas se cantonner à des indicateurs qu'on connaît et qu'on maîtrise parfaitement, qui sont les indicateurs financiers, et de regarder déjà et comment on pilote l'entreprise et comment on l'évalue, cette performance-là. Donc on s'est constitué un groupe vraiment dans cette perspective-là, qui est un de nos objectifs de mission d'ailleurs. Et je pense que c'est une des vertus de la CSRD. C'est une façon pour les investisseurs, mais pas seulement, aussi pour nos clients et puis pour tous les parties prenantes d'une entreprise, de ne pas regarder uniquement un EBITDA, mais de regarder aussi ce qu'il y a comme production de la valeur au-delà de cette valeur financière, mais aussi, et on en a parlé, vous en avez parlé en début de matinée, des impacts négatifs de nos activités et quelle prise en compte on en fait pour pouvoir à la fois pérenniser nos activités et faire notre part de réduction d'impact, en tout cas environnemental, de nos activités. Merci beaucoup. Nadia, je me tourne vers vous. Tout ce qu'on se dit là, quelque part, implique d'une certaine manière une redéfinition du rôle de l'administrateur indépendant. On évoquait la question de la formation autour de ces sujets. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot ? En termes de... Sur le nouveau rôle qu'est amené à jouer l'administrateur indépendant. Alors, donc, je l'ai un petit peu développé tout à l'heure. Donc, il y a ce rôle qui est lié vraiment aux
au sujet de la durabilité et que l'administrateur indépendant va endosser. Mais sinon, on a un rôle de manière permanente en tant qu'administrateur indépendant, c'est de travailler sur un échelon de posture. Donc soit on agit en tant qu'éclaireur, que vigie, c'est-à-dire qu'on va, pour des entreprises qui sont peu matures sur ces sujets-là, on va les alerter sur la gestion des risques. Donc la CSRD en fait partie, sur toute la partie réglementaire. Soit on est plutôt sur une phase un peu plus avancée de challenger les stratégies, de discuter avec nos dirigeants sur les feuilles de route ESG, concernant la RSE, soit on est carrément sur l'accompagnement sur les transformations, comme on le disait, de business model. Et là, le ESG, en fait, on est totalement sur ces sujets-là. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie rôle. Et sur la partie formation, en fait, on a un corpus de connaissances. On en parlait tout à l'heure dans la précédente table ronde, qui est assez complet sur ces sujets-là, mais on est en permanence en train d'améliorer nos formations, de les adapter, en fonction du contexte réglementaire notamment. Voilà. Merci beaucoup. Finalement, alors, la question qui, je pense, va créer peut-être des réactions. La CSRD, c'est une contrainte ou c'est une opportunité de pérennisation et de valorisation de votre entreprise au regard de tout ce qu'on vient de se dire? On voit que les exigences sont élevées. Comment est-ce que cette réglementation vous permet peut-être de revisiter vos modèles, peut-être d'innover? Moi, j'ai envie de dire que c'est tout à la fois, et c'est avant tout une obligation au sens moral et d'engagement. C'est pas une obligation réglementaire. En fait, moi, j'ai vraiment envie de le prendre comme ça. C'est que, en fait, moi, je suis en adéquation philosophiquement et globalement, la gouvernance de mon entreprise et même mon conseil de surveillance, quand on creuse, je suis en adéquation avec tous les principes qui sont à la base de cette transformation. En plus, encore une fois, moi je suis dans une industrie qui est éminemment concernée. On est vraiment émetteur de carbone, on est consommateur de ressources premières. Quand on construit, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et en plus, on est consommateur de foncier. Donc en fait, c'est la totale. On est vraiment, on se demande encore pourquoi on existe quelque part dans une période de forte transformation climatique et environnementale. Mais on va rester là et on va continuer d'avoir besoin de nous. Donc c'est vraiment une opportunité, à mon sens, pour une entreprise comme la mienne, de se positionner différemment et en accord avec tous ces enjeux-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le long terme? C'est qu'on est une entreprise de construction, on va certainement devenir une entreprise de réhabilitation. On va devenir frugal sur l'utilisation de ressources premières. Et puis on va construire avec l'avancée des connaissances et du coup avec les capacités qui nous sont données d'émettre moins de carbone et de construire d'une manière un peu différente. Donc, moi, je vois ça vraiment comme une opportunité, absolument. La dernière petite chose qui me semble importante d'avoir en tête, c'est que, en fait, c'est une transformation. Enfin, moi, je pars d'un principe, c'est que je peux essayer de transformer ma boîte à la vitesse que je veux. En fait, ça sert à rien. À mon sens, je suis dans une industrie où tout le monde va se transformer en même temps. On va tous avancer, de la même manière et il n'y aura pas de prime à la différence et à l'entreprise qui sera en avance. Je ne crois pas du tout à ça, mais vraiment pas. Je pense qu'on est engagé dans une logique où les plus capables de se transformer vite, c'est les grands, les gros, et on va entraîner tout le monde. Vous parliez tout à l'heure du scope 3. Oui, moi, quand je me lance dans la CSRD, une de mes premières obligations, c'est de savoir ce que font tous mes sous-traitants et partenaires. Quand on leur pose la question, c'est compliqué. Donc, on voit bien que, en fait, la stratégie et l'opportunité, c'est pas de se regarder le nombril et de se dire il va falloir que je transforme tout dans ma boîte. C'est comment j'accompagne une transformation qui va globalement impacter tout le monde et dans lequel on est tous lancés, quoi. Merci.
Alors vous l'aurez compris, c'est clairement une opportunité pour ma part, évidemment aussi une contrainte. Mais le cadre et la contrainte créent l'opportunité et créent la créativité aussi, je pense. Je vais vous donner un exemple très concret pour illustrer mon propos. Avec l'analyse de double matérialité donc qu'impose la CSRD, nous, dans la consommation d'eau, enfin, l'eau et le rapport à l'eau est arrivé très très haut, ce qui n'a jamais été le cas quand on a fait des analyses, non pas de double matérialité, mais de matérialité les années précédentes. Moi, ça faisait longtemps que j'avais dans l'idée qu'on avait la fabrication de nos objets papier qui était, par la fabrication de la pâte à papier, extrêmement consommatrice d'eau. Et quand je disais, mais peut-être qu'un jour, l'eau, elle sera réquisitionnée ou il y en aura moins, et c'est certainement pas aux papetiers qu'on va la donner, j'espère que c'est à la population et aux agriculteurs. Quand je disais ça, on me prenait pour soit un oiseau de mauvais augure, soit... je ne sais pas, enfin, en tout cas, voilà, pourquoi tu nous fais peur pour ça et qu'est-ce que tu racontes? On n'en est pas là. Et c'est vrai qu'on n'en est pas encore là. Mais ça posait la question de la pérennité, de la possibilité de continuer à créer les objets par lesquels on fait circuler les idées, les imaginaires, la pédagogie, l'information, voilà, tout ce qu'on fait à travers nos publications. Et là, c'est monté très haut. Et donc, c'était une façon de dire, non pas j'avais raison, mais de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et pareil, on avait l'intuition de travailler, Fabrice en a parlé ce matin, autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, j'insiste bien, c'est pas juste la fonctionnalité, qui est les modèles économiques qui proposent de sortir la valeur des volumes et non pas de juste assujettir son chiffre d'affaires et sa rentabilité au fait de produire du volume, mais voilà, sur ces questions d'usage dont il a parlé, je ne sais pas encore très bien comment on va sortir les histoires, les imaginaires de nos objets livres, et c'est certainement pas le numérique qui résoudra la question, et il y a aussi d'autres choses qui sont à l'œuvre, mais en tout cas, je sais que c'est là qu'il faut réfléchir. Enfin, je le pressens que c'est là qu'il faut réfléchir, et ça s'est éclairé de manière très concrète par cette analyse quasi scientifique, j'exagère un peu, qui a posé cette question des ressources qui vont sans doute manquer pour continuer à faire notre métier. Donc comment on s'adapte et comment on transforme nos modèles de fabrication, mais aussi de diffusion-distribution, hein, nous qui est basé pour certains sur la surproduction. C'est pas que le textile qui est contraint sur ces sujets-là, enfin contraint, voilà, façon de parler. Donc voilà, donc c'est clairement une opportunité de regarder ces mécanismes qui sont à l'œuvre et de se dire qu'il faut transformer les modèles économiques et les modèles d'affaires. Donc clairement, opportunité. Merci. Alors, pour nous, Appia, c'est bien sûr une opportunité. Et on est armé pour cela, parce qu'en fait, je voudrais revenir sur nos pratiques. On a une boussole de l'intérêt social qui nous permet de questionner les grandes décisions au sein des conseils d'administration à l'aune de quatre intérêts. Donc l'intérêt, la pérennité de l'entreprise, l'intérêt des associés, l'intérêt de la cohérence avec le projet d'entreprise et la valeur qui est créée pour l'ensemble des parties prenantes. Donc cette boussole nous permet de nous questionner sur l'ensemble des sujets et d'avancer notamment sur ce sujet de l'ESG. Donc ça, c'était pour la partie pratique. Si je reviens sur la question, est-ce une contrainte ou une opportunité? Nous, on voit plutôt cela. On pense qu'il ne faut pas positionner la CSRD comme une contrainte subie de gouvernance réglementaire, mais plutôt comme une contrainte choisie, comme une opportunité choisie de gouvernance de performance. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et vis-à-vis, pour revenir au PME ETI, il y a certes un investissement qui est très important, mais il y a aussi un ROI. Donc ça, il faut le dire, qui viendra à terme. C'est la valorisation de ces entreprises. C'est la notion de marque employeur, le fait d'attirer et de garder les talents. Et c'est également la crédibilité qu'auront ces entreprises face aux investisseurs. Donc pour nous, c'est vraiment un sujet clé. Voilà. Passionnant, merci Nadia. C'est vrai que lors de la préparation de cette table ronde, on avait évoqué le fait que la CSRD pouvait être vue comme une contrainte à court terme, mais une opportunité à long terme.
Chloé, vous avez un avis aussi, parce que vous êtes un peu les mains dans le cambouis en termes notamment d'agrégation de données pour répondre à ces exigences. Oui, moi, si je me base sur les entreprises que j'ai pu rencontrer par mes expériences précédentes en tant qu'auditrice et consultante, et là, celle que je rencontre dans le cadre de l'accompagnement avec la plateforme, pour être 100% honnête, si là je demande aux entreprises qu'on accompagne, est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité, je pense qu'on va me répondre que c'est d'abord une contrainte. Et c'est sûr que si on regarde la CSRD, en fait, ça apporte un cadre réglementaire qui est très exigeant. Donc de ce point de vue-là, il y a une contrainte qui pèse sur les entreprises, c'est indéniable. Après, contrainte, ça ne veut pas forcément dire que ça ne peut pas être une opportunité. Et on le disait, on voit qu'il y a un vrai changement de mentalité, notamment du point de vue du consommateur qui fait beaucoup plus attention maintenant à tout l'impact environnemental et social des entreprises et des produits issus des entreprises auprès desquelles ils consomment. Donc là où la CSRD, c'est une opportunité, c'est que ça invite les entreprises à réfléchir justement sur leur modèle d'affaires et sur la durabilité de leur modèle d'affaires. Je pense que là, on le voyait très bien. Enfin, en fait, les entreprises aujourd'hui fournissent des services qui, a priori, sont des services pour la plupart dont on a besoin. Et elles le font d'une manière qui, aujourd'hui, ont un impact certain sur l'environnement, ou les aspects sociaux. Donc la CSRD va inviter à se poser la question de comment revoir son modèle pour réduire son impact. Et en termes d'opportunités, au-delà de revoir son modèle, ça invite aussi à réfléchir sur les outils à mettre en place pour améliorer sa performance extra-financière. Et je pense que maintenant, on le voit, il y a eu énormément d'études qui sont sorties sur l'interconnexion entre la performance extra-financière et la performance financière. Donc finalement, si on met en place les bons outils pour avoir une bonne performance extra-financière, ça va forcément avoir un impact positif sur la performance financière. Et de ce point de vue-là, c'est une véritable opportunité une fois qu'on a compris ça. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être pour conclure cette table ronde avant de passer aux questions avec l'audience. S'il n'avait pas eu la CSRD, est-ce que vous auriez avancé aussi vite sur ces sujets ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que non, en fait, parce que c'est beaucoup d'énergie que de convaincre sans avoir l'air, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un oiseau de mauvais augure ou d'une militante un peu bitnique. C'est aussi, c'est quand même directrice de la RSE, ou directeur de la RSE, c'est quand même 100% d'humilité et aussi beaucoup de connaissances scientifiques, mais en tout cas, il faut avoir et de l'énergie et de l'humilité. Donc, on ne l'aurait pas fait, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure entre qu'est-ce qui est de l'ordre de l'obligation qui pousse à agir et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'anticipation. Encore une fois, tout le monde n'est pas au même niveau, ni de compréhension, et peu importe, et je dis ça sans jugement. Et du coup, ça permet quand même d'aller un peu plus vite sur certains sujets-là et de transformer ces modèles. Et j'insiste vraiment, c'est ça qui est important. Je sentais qu'on butait sur la décarbonation de nos activités, les renoncements qu'on devait faire. Je sentais qu'on arrive à un certain point de non-retour qui fait qu'on pourrait renoncer, si on va trop loin, à l'impact sociétal qu'on a à travers, je le pense, de transformation de la société aussi à travers nos publications et à travers nos écrits, à travers l'information, la pédagogie qu'on a, et même les imaginaires, la fiction. Et donc, comment on pérennise cet impact sociétal tout en faisant notre part, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est très compliqué. Donc en fait, donc on sent qu'il faut changer de modèle, et voilà. Mais dire ça sans avoir les conditions, notamment normatives, pour se poser les questions, c'est assez compliqué. Donc je pense que ça fait quand même accélérer les choses. On l'aurait fait, ça aurait sans doute été plus long. Et c'est une autre porte d'entrée pour comprendre ces transformations qui sont à l'œuvre et qui sont nécessaires. Merci. Les autres ? Moi, je dois dire que si la CSRD n'était pas arrivée, je pense qu'on ne ferait rien. Mais c'est un peu une habitude. L'industrie de la construction, quelques chiffres, c'est 1 200 000 personnes, c'est 400 000 entreprises. Donc vous faites un petit calcul, ça veut dire 3 salariés moyens par entreprise. C'est ça l'industrie du bâtiment en France. Et en fait, c'est une industrie qui ne bouge que parce qu'on l'oblige. Elle bouge parce qu'on lui met des normes.
Donc on est toujours en train de crier sur les normes et le surplus de normes. Mais si le gouvernement ne met pas de normes, en fait, rien ne bouge. Donc il y a les normes, il y a les réglementations thermiques, il y a la réglementation de sécurité, il y a la réglementation qualité. Tout arrive petit à petit et on prend tous le pli. Et ça ne fonctionne que comme ça. Si moi, je décidais sans la CSRD que j'étais l'entreprise vertueuse de la construction, je vivais 1 an, 2 ans, parce que toutes mes transformations m'auraient rendu complètement inopérant et non efficace, donc je serais mort. Donc le seul moyen de faire bouger une industrie comme l'industrie de la construction, c'est de mettre une norme et de l'appliquer à tout le monde. Donc oui, si elle n'existait pas, je pense que malheureusement, il ne se passerait rien. Un bon levier. Ouais, en fait, en tout cas, dans cette industrie-là, c'est un levier complètement nécessaire à la norme. Merci. Donc, moi, j'ai 2 réponses. Pour l'APIA, si la CSRD n'existait pas, on aurait tout de même avancé, puisqu'on est déjà bien avancé. On a un collectif de personnes engagées, motivées, expertes, comme Yannick, par exemple, qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, voilà. En revanche, c'est vrai que vis-à-vis de nos cibles PME, ETI, la CSRD, en fait, permet d'apporter, je trouve, de la méthode et un cadre de référence, un langage commun, finalement, qui fait que c'est comme ça qu'on accélère et qu'on pourra déployer plus rapidement. Voilà. Moi, je vais rebondir un peu sur ce que dit Vincent avec le fait que son industrie ne serait pas bougée s'il n'y avait pas eu la CSRD. Je pense en fait que c'est un peu le propre de l'humain. Je ne veux pas lancer un débat philosophique, mais en fait, si on se projette tous quelques années en arrière, quand on était étudiant, on étudiait un tas de choses très intéressantes, des matières très intéressantes. Je pense, à part un petit groupe d'étudiants visionnaires et très sérieux, s'il n'y avait pas eu les partiels de fin d'année ou les examens de fin d'année, voilà, on avait tous un tas de choses bien plus intéressantes à faire que d'étudier nos partiels et les matières. Je pense qu'avec la CSRD, en fait, c'est un peu pareil. À part un groupe de personnes convaincues qui va être assez réduit finalement, pour aller dire aux dirigeants et à toutes les entreprises, il faut revoir votre modèle d'affaires, il faut repenser vos modèles, il faut repenser vos produits. S'il n'y avait pas une norme et un cadre assez strict, malheureusement, les entreprises auraient toujours bien mieux à faire que de se pencher sur la question. Donc je pense que véritablement, la CSRD, ça a accéléré, ça permet d'accélérer la transformation des entreprises sur ces sujets de durabilité. Merci beaucoup pour ces partages sans langue de bois. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des réactions par rapport à ce qui a été dit? Monsieur, je crois que vous avez une question. Merci. Merci. Vous m'entendez? Ouais. Merci beaucoup, c'est très, très intéressant. Germain Gourenton, entreprise Naldeo, accompagne les industriels sur la transfo opérationnelle. Je voudrais vous questionner sur la bonne balance ou la juste balance que vous estimeriez entre le reporting et l'action. Personne n'a de questions, je crois, sur le principe ou l'idée de la CSRD. Et on est peut-être un peu tôt d'ailleurs dans la comparabilité. Je pense que d'ici quelques années, quand il y aura eu des pertes de marché significatives sur des marchés publics ou des dépréciations d'entreprises parce qu'elles ont des franchises d'assurance qui sont plus élevées ou des spreads de taux qui sont plus importants, etc. Je pense que là, on verra déjà le vrai intérêt de principe de la CSRD. Mais ma question, puisque c'en est une, juste un petit truc, j'ai fait un calcul sur le coût global de la CSRD en France. Si on le ramenait à ce que ça permettrait d'épargner en CO2, si on injectait ce coût en investissement, en CAPEX, c'est l'équivalent d'éradiquer une année de CO2 de la seule industrie. Pas toute la France, mais la seule industrie. C'est juste pour montrer que c'est un coût quand même qui est ultra conséquent. Et d'où ma question du coût de la CSRD versus mise en action. Je ne les oppose pas, mais juste pour les équilibrer. Dit autrement, que penseriez-vous d'une CSRD simplifiée, dont peut-être un plaidoyer pourrait être porté par l'APIA, je ne sais, pour les ETI, pour les PME, qui permettrait de faire plus simple et pas des missions à 100 ou je ne sais pas combien de KE, mais à quelques quinzaines ou vingtaines de KE qui permettraient de l'accompagnement sur quelques indicateurs simplifiés et donc de déporter, vous l'aurez compris, les investissements sur la mise en action, décarbonation, impact hydrique, etc. etc.
Que pensez-vous de cette idée, de cette hypothèse, à un moment où la CSRD flanche un peu quand même au niveau réglementaire? Qui veut répondre? J'en ai parlé tout à l'heure, je pense qu'il ne peut pas en être autrement. Ça ne peut pas être autrement. En fait, on peut pas. La CSRD telle qu'elle est en train d'arriver est une norme qui est d'une complexité extrême. Donc, encore une fois, elle est nécessaire. Elle est mal adaptée. Bon, ce n'est pas une première. C'est souvent un peu le cas quand on sort une norme. Donc voilà, moi, je suis intimement persuadé qu'elle va être amendée pour pouvoir s'appliquer à des PME, à des micro-entreprises, à tout le monde en fait. Voilà. Donc là, c'est sûr que moi, j'ai déjà 2 personnes qui bossent à plein temps sur ce sujet-là et ça ne me produit pas un euro. Ça me transforme, mais ça ne me produit pas un euro. Donc évidemment, plus on descend en taille d'entreprise, et moins ça sera possible. Il y a pas de... Pour moi, c'est tout simplement évident. J'ajouterais juste, s'il y a adaptabilité, il faut qu'il y ait absolument le fait de préserver la comparabilité. Ça doit être une adaptation soit sectorielle, soit de taille d'entreprise. Et encore, je ne suis même pas sûre. Je dirais peut-être sectorielle, mais je n'irais pas, peut-être même pas sur les tailles des entreprises. Mais c'est vrai. Et bon, après, c'est très contraignant, mais je pense, je ne veux pas m'avancer, il y a déjà eu des audits, mais je ne suis pas sûre que les CAC soient non plus absolument horribles la première année. Je pense qu'on a quand même le droit de justifier. Pas non plus, donc. Ouais, oui, c'est vrai. En tout cas, ils se sont positionnés très clairement. Et puis on peut justifier de pas reporter sur certains. Voilà, il y a quand même 70% en gros de qualitatif. C'est pas que du quanti. Voilà. Et encore une fois, j'insiste, c'est que si on pense que c'est la façon dont on va piloter la performance des entreprises, on va y arriver. Mais oui, pour une simplification, voilà, avec ce que j'ai pu dire comme bémol. Moi, je pense que cette année, on est sur ce qu'on appelle le POC, le Proof of Concept, d'une nouvelle démarche. Et forcément, il va y avoir des simplifications. Et comme je le disais au début, il était déjà prévu que pour les PME, on soit que sur 80 data points et pas sur les 1144. Donc, il y avait déjà cette prise de conscience, mais je suis d'accord avec vous, il faut faire le calcul en fait, de l'investissement et absolument simplifier. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui. Donc Claire Pinatel, je suis entrepreneuse et administratrice. Juste pour compléter la réponse à la question, je ne sais pas si la notion de VSME vous parle, mais il existe un cadre au même titre que la CSRD pour les PME qui est sur une base volontaire, qui s'appelle la VSME, c'est en préparation, en réflexion et qui a un cadre simplifié. Voilà, je ferme, je pose ma question. Ma question, c'était donc pour Vincent Legendre. Vous disiez que vous étiez sur un secteur d'activité où tout le monde allait bouger en même temps, qu'il n'y aura pas de prime à celui qui bouge avant. Je me demandais si ça vous avait amené, vous ou d'autres acteurs de votre filière, de coopérer en fait entre concurrents sur ces sujets-là, parce que comme on est sur on entendait ce matin Fabrice Bonifay sur les évolutions de modèles économiques dans le domaine de la construction, c'est tout un nouveau modèle économique qu'il faut penser. Et est-ce qu'il y a des initiatives à l'échelle vous avec ou à l'échelle de la filière? Alors moi j'ai la chance de connaître tous mes confrères qui font une taille similaire. Et en effet, on échange pas mal sur qu'est-ce que ça impacte dans chacun dans notre entreprise, cette CSRD. Donc oui, enfin, moi je crois éminemment à la coopération en fait. Quand je vous dis que on bougera tous ensemble, en fait, je ne crois pas à la capacité, par exemple, d'un groupe comme le mien à porter une innovation qui va ubériser la construction et qui va renverser la table. C'est plein de petites innovations et plein de petites révolutions de process, mais elles ne fonctionneront que si elles sont adaptables à tout le monde. Donc coopération dans le sens... une entreprise comme la mienne, à mon sens, son devoir, c'est de pousser un peu les curseurs, mais dès qu'on les a poussés, si ça marche, de diffuser.
Et de toute façon, comme je vais être obligé d'embarquer tous mes sous-traitants, mes partenaires, mes fournisseurs, toutes mes parties prenantes, eh ben, le meilleur moyen, c'est dès qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne, eh ben, en diffusons largement. Et ne retenons pas... Enfin, moi, j'essaye de faire un peu d'innovation dans mon groupe, mais je fais de l'innovation, de l'open innovation, c'est-à-dire que je mets quelques brevets, mais je ne garde pas les innovations pour nous, parce que ça a un non-sens. Une innovation, vu la taille de mon entreprise par rapport au marché, si je la garde pour moi, elle n'existe pas. Donc il faut diffuser, il faut coopérer. À mon sens, c'est le seul moyen d'avancer. La question était pour Vincent, mais je me permets d'intervenir aussi, parce que je suis complètement d'accord. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Je pense que même derrière la coopération, peut-être il y a des valeurs de solidarité qu'il faut explorer et regarder aussi, et pas seulement la coopération. Nous, effectivement, dans le secteur, dès que la CSRD est arrivée, toutes les directrices, parce que bizarrement, ce sont que des femmes dans le secteur de la presse et de l'édition. Et on s'est très vite partagé beaucoup d'infos. Il y a même la presse, la PQR, la presse quotidienne régionale, qui s'est mis ensemble pour faire son analyse de double matérialité. Nous, c'était un peu compliqué parce qu'on a la presse quotidienne et on a de l'édition. On avait une activité qui est compliquée. Il y a des groupes de travail au sein du syndicat national de l'édition, mais évidemment. Après, on est aussi audité sur la démarche qu'on fait, pas uniquement sur les data points sur lesquels on va reporter. Donc, notre analyse de double matérialité est auditée aussi. Donc, voilà, mais complètement d'accord. Enfin, la coopération, même les valeurs de coopétition, mais je préfère la coopération. C'est comme ça on s'en sortira jamais tout seul. Merci. Je crois qu'il y avait... Alors, Juliette, je suis désolée, je crois qu'avant, il y avait une question au fond de la salle. J'avais un... Ça marche? Non, ça marche pas. Ça fonctionne. Okay. Merci pour l'intervention. On a eu ce matin, effectivement, je crois que vous avez cité un chiffre où il y aurait 76%, ce qui m'a un peu surpris, 67% des chefs d'entreprise qui seraient prêts à arrêter une activité pour des raisons, une activité rentable pour des raisons ESG, si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'il y a une part de déclaratif. Il y avait donc Fabrice Bonifay, je crois que ça a déjà été dit, qui est invité à se poser la question sur ce qui était utile, pas utile, et éventuellement d'arrêter certaines activités. Est-ce que vous avez le sentiment que la CSRD pose ce genre de questions sur l'utilité sociale de votre activité? Et donc je la pose pour les deux dirigeants, mais finalement aussi pour le reste de la table ronde. Est-ce que vous voyez ça dans la CSRD? Est-ce qu'elle pose ce genre de questions sur vraiment le produit et le service? Et est-ce que vous voyez des gens qui agissent et qui se disent on va arrêter certaines choses, on va se concentrer sur des nouvelles activités finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive avec le texte? Je veux bien répondre. À mon sens, c'est pas du tout l'objet d'une norme. C'est pas du tout l'objet d'une norme. Si on fait un produit qui est plus adapté ou qu'on rend un service qui est plus adapté, c'est pas la norme qui va vous le dire, c'est vos clients. Donc c'est le marché et vos clients. Donc si on prend pas un virage et si on se loupe, ceux qui vont nous prévenir, ce sera nos clients. Alors sur l'aspect transition environnementale notamment, qui est quand même un enjeu très important dans le cadre de la CSRD, la pédagogie de nos clients, les usagers du monde, elle est en train de se faire. Donc, mais moi, je pense qu'on va tous voir arriver des clients très avertis qui vont sanctionner les entreprises qui n'ont pas pris le virage. Et il n'y a pas besoin, la norme n'a pas besoin de faire ça. La norme, elle a besoin de définir un cadre pour s'assurer que la concurrence est loyale, la compétition est loyale. Et c'est la seule chose qu'on doit demander à une norme. Après, est-ce qu'on répond à un marché? Est-ce qu'on offre un service utile? Ça, c'est le marché qui vous le dit. Je nuancerai un tout petit peu ce que... Mais et je suis d'accord quand même sur le fond, complètement. Mais sur la démarche, quand même, si vous connaissez un peu, donc la démarche par laquelle on passe de définir ses impacts, risques et opportunités, et donc un peu, encore une fois, en prospective, quand même, ça, elle pose ces questions-là. Enfin, moi, je trouve. Mais c'est plus dans la démarche de les définir. Elle pose la question de la pérennité de ces activités, le regard enfin, on doit penser à comment notre activité et la fabrication de ce qu'on fait va être perçue par nos lecteurs clients. Est-ce qu'elle est viable? Enfin, je pense que dans la démarche, ça pose ces questions-là. Mais encore une fois, si on prend le pli du fait que cette démarche-là, elle transforme nos modèles et elle nous aide à nous transformer. Sinon, effectivement, la norme, c'est pas... Mais répond pas à la question. Je veux bien rajouter quelque chose parce que... Pardon. Mais en effet, je pense que la CSRD nous pose cette question-là. Mais en fait, elle ne nous la poserait pas. Ce serait
Ce ne serait pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que la norme n'a pas besoin de faire ça. C'est encore une fois, si elle ne nous pose pas la question de est-ce que vous êtes sur un marché pérenne, a priori, je n'ai pas besoin de la norme pour me le dire, quoi. Normalement, il suffit que j'écoute mon marché et je saurai. En tout cas, merci pour votre question, parce qu'on en reparlera en plus cet après-midi lors des prochaines tables rondes. Juliette? Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Vincent tout à l'heure, parce que le secteur de l'immobilier, pardon, je le connais un petit peu. Enfin, moi, j'ai beaucoup été fournisseur de Bouygues. Et donc, il est parti, donc je peux le dire, j'ai quand même beaucoup souffert d'être fournisseur de Bouygues. Et en particulier des acheteurs de Bouygues, dont tout le monde sait quand même que de nombreuses PME françaises ont disparu grâce à Bouygues dans les 20 ou 30 dernières années, ou d'autres. Et ce que je trouve très intéressant, Vincent, dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand vous avez parlé de la coopération et finalement du ruissellement sur les petites entreprises. Parce que sur ces milliers de petites entreprises qui travaillent pour vous ou avec vous, etc., cet enjeu, en fait, non pas de la CSRD, mais de la transformation, il est complexe et il est difficile à comprendre. Et je trouve très intéressant, donc déjà je vous félicite de se dire que vous êtes une espèce de tête de pont qui allait finalement faire ruisseler vos propres transformations vers les entreprises du dessous, entre guillemets. Mais comment, en fait, vraiment faire en sorte de les accompagner? Alors, c'est aussi le sujet de l'administrateur, mais on sait qu'on n'est pas administrateur de sociétés de 3 ou 4 personnes, parce que ces entreprises-là ne prennent pas d'administrateur. Et donc, quel va être le rôle des grandes entreprises françaises, des grandes ETI, des grandes boîtes du CAC 40, pour vraiment accompagner cette transformation auprès du tissu de PME françaises qui sont si nécessaires, en fait, à la réindustrialisation de notre pays? Bien, ouais. Je suis pas sûr d'avoir la réponse, en fait. Là, pour le coup, non, je suis pas sûr d'avoir la réponse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse et qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour accompagner? En fait, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Il y a une chose dont je suis certain, c'est que on se construit pas sur la durée en appuyant sur la tête de nos partenaires. Donc voilà, c'est la seule chose dont je suis certain. Après. Je ne vais pas non plus vous vendre du rêve. Il y a forcément des partenariats qui se passent mal. Mais moi, je dépends très largement des entreprises qui travaillent pour moi. Donc, je pense que la bonne réponse, c'est avoir le bon niveau de collaborateurs, c'est-à-dire des collaborateurs qui sont des partenaires et qui ne sont pas des tueurs. Et qui sont pas, donc, en fait, je pense que c'est les équipes qui font la différence, dans le sens où quand on a un fournisseur, un sous-traitant, un partenaire à nos côtés, on le prend par la main plutôt qu'on lui appuie sur la tête, quoi. Mais comment ça va se traduire? Franchement, j'en sais rien, en fait, je sais pas. Ouais. Mais vous avez répondu en parlant de co-construction, parce que c'est forcément en construisant ensemble que le ruissellement se fera, en fait. Et je peux ajouter aussi une chose, c'est que non seulement il faut travailler dans sa chaîne de valeur et donc avec toutes ces parties prenantes dans sa chaîne de valeur, mais aussi autour d'un écosystème plus large qui implique les gens qui à la fois bénéficient de ce qu'on fait, mais aussi qui proposent les mêmes choses ou qui sont proches. Enfin voilà comment on arrive à peut-être même à partager la valeur sur une proposition de valeur qui dépasse, je trouve, sa chaîne de valeur. Enfin, en amont, en aval, si on regarde que ça, si les grandes entreprises regardent que ça, je pense qu'il faut le regarder, mais il n'y a pas que ça. Voilà, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais... C'est une image au niveau de la construction, c'est qui sont mes clients? Est-ce que c'est simplement les gens qui vont occuper les bâtiments que j'occupe, ou est-ce que ce sont les habitants de la ville dans leur globalité? Pour moi, oui, c'est une évidence que on doit à la fois se poser la question de avec qui on travaille et puis pour qui on travaille. Et des fois, il faut regarder un petit peu plus loin que la simple personne à qui on remet la clé ou qui va occuper les mètres carrés. Souvent, ceux qui sont juste autour sont particulièrement impactés par ce qu'on va faire. Et si on n'en tient pas compte, on n'en prend pas compte. Il peut nous arriver des bricoles. Violaine, je ne sais pas s'il y a la place pour une autre question ou pas. Oui, Émilie, une dernière question avant la pause. Ok. Oui, Violaine Choran, donc vous avez évoqué l'impact de la CSRD dans la prise de conscience sur la produit papier. Bon, je dis que je venais aussi de l'édition, donc c'est quelque chose qui m'anime.
Donc, dans votre vocation de création d'imaginaire, de produits de pédagogie, d'actualisation des connaissances, voilà, pour votre public, comment comptez-vous vous appuyer sur le travail de la CSRD pour transformer votre modèle d'affaires vers d'autres perspectives? Alors, je l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est, elle nous aide à regarder, à aller voir là où il va y avoir quand même des contraintes, que ce soit des contraintes de ressources ou autres. Et du coup, elles mettent le doigt sur des impasses auxquelles on va devoir faire face. Et elle nous indique là où il faut chercher. Voilà. Et c'est ce que je disais autour tout à l'heure de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je ne sais absolument pas comment on va travailler l'usage, parce qu'on peut dire on va démultiplier les bibliothèques, mais ce n'est pas aussi simple. En tout cas, je sais qu'il faut que je travaille avec les médiathèques. Mais comment on va sortir l'œuvre ou comment on va réussir à réduire le nombre de productions papier ou numérique, c'est exactement la même chose. Voilà, et continuer à avoir le même impact sociétal. Donc voilà, ça aide à aller chercher au bon endroit. Quand j'ai dit ça, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas non plus de solution. Et quelque chose qui est un peu connexe à la CSRD, mais qui est importante à dire dans les notions de transformation, c'est de dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de recherche-action. Et on expérimente beaucoup de choses. Et on n'expérimente pas des choses en se disant qu'il y a un modèle qui va en supplanter un autre. Il y a sans doute des choses sur lesquelles on cherche qui vont cohabiter avec notre modèle aujourd'hui, qui est plutôt un modèle industriel. Peut-être qu'ils vont perdurer longtemps ensemble, peut-être ils vont se croiser. En tout cas, on va tester des choses dont on sait pertinemment que ça n'est pas la solution. Je vous donne un exemple. On va tester avec quelques librairies en Bretagne la location de livres dans les librairies. Ce n'est pas forcément le sujet qui va nous sortir de ce que je vous ai raconté avant, mais en revanche, on va aller le tester. Et tout ce qu'on teste et tout ce qu'on regarde, pareil, on est en train de réfléchir à comment on rapatrie la fabrication des livres complexes chez nous, les livres à toucher, les livres tissus qui sont fabriqués en Asie. Comment il n'y a pas les savoir-faire en France, plutôt que de se dire on va, avec nos petits bras, réindustrialiser ce tissu industriel en France, on n'y arrivera pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder les autres imprimeurs qui ne font pas de l'impression de livres, mais qui font de l'impression complexe, du façonnage, qui font du packaging. Et on va regarder ensemble avec eux s'ils ne peuvent pas reprendre une partie de cette production-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une autre façon de voir et d'appréhender les choses. C'est un peu différent. Mais si on pense qu'on a, grâce à la CSRD ou toute autre chose, un nouveau modèle d'affaires qui va sortir du chapeau, sans chercher, sans expérimenter et sans se planter, et sans le faire avec les autres, j'y crois pas une seconde. Merci. Merci à tous pour cette table ronde très riche. Nous vous proposons de poursuivre les échanges de manière plus informelle autour d'un déjeuner, cocktail déjeunatoire juste à côté. Et nous reprendrons avec la prochaine table ronde à 13h15. Merci à tous.